Orlando, en Floride. À quelques kilomètres du centre-ville, plusieurs bâtiments aux allures de centre commercial. Nous sommes au cœur de l'un des plus grands complexes pénitentiaires des États-Unis. Il abrite 3000 détenus en attente de leur jugement. Une maison d'arrêt ultramoderne, la nouvelle génération de prisons américaines. Au cœur du dispositif, le Booking and Release Center. Ce hall de 200 mètres carrés ressemble à une salle d'attente d'aéroport. Mais pour ces hommes et ces femmes, une seule destination, la prison. Les futurs détenus sont enregistrés et fichés. 100 à 250 personnes transitent ici tous les jours. De l'autre côté de cette porte, ce sont les gardiens de la prison qui prennent le relais des policiers. Ici, c'est le lieu d'enregistrement. Notre travail consiste à lancer la procédure de garde à vue et nous prenons sous notre responsabilité les détenus qui sont amenés par la police et le shérif. Le sergent à Planalp a 300 gardiens sous ses ordres, un tiers du personnel. Elle doit souvent intervenir au centre d'enregistrement, l'un des points les plus sensibles de la maison d'arrêt. Cet homme en chemise blanche fait preuve de mauvaise volonté. Étranger, il fait mine de ne pas comprendre l'anglais. Monsieur Meyer, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Oui, c'est l'Amérique et la liberté d'expression existe. Mais quand vous êtes sous ma responsabilité, que je vous donne un ordre, que je sais que vous parlez anglais, vous devez exécuter cet ordre, c'est clair? Si vous recommencez, on arrête votre procédure d'enregistrement là, vous n'aurez pas accès au téléphone, vous irez dans la cellule des détenus qui n'obéissent pas aux règles et ça va vraiment se corser pour vous. Sur cette plateforme, des hommes et des femmes, des braqueurs, des violeurs ou encore des meurtriers se retrouvent assis à côté de conducteurs en état d'ivresse ou de sans-papiers. Tous attendent leur tour. Dans les anciennes prisons, ce processus était très long. Mais ici, sur cette plateforme, c'est beaucoup plus rapide. Rationaliser le temps et l'espace, c'est le mot d'ordre dans cette maison d'arrêt ouverte en 2006. Enlève tes lacets. Ici, la procédure va 4 fois plus vite que dans un centre de détention classique. Regarde la caméra. Merci. T'as quelque chose encore sur toi? Les effets personnels des détenus qui arrivent sont confisqués et répertoriés avec minutie. Au cas où un détenu nous accuserait d'avoir perdu quelque chose, nous pouvons lui prouver le contraire. Nous avons un inventaire de toutes les affaires, nous les prenons en photo une par une. On peut prouver notre bonne foi. Les effets personnels sont ensuite soigneusement classés et rangés dans un hangar de 100 mètres carrés. Ici, l'ordre et l'efficacité du système sont censés éviter toute contestation au moment de la restitution. Le prisonnier doit maintenant se soumettre au relevé des empreintes digitales, puis à la visite médicale. Contrôle de la tension artérielle et de la température. Dernière faveur, les 3 coups de téléphone qu'il a le droit de passer avant de monter au dortoir ou en cellule. Ensuite, par petits groupes, chaque nouveau détenu regarde une vidéo sur les modalités de son séjour en prison. Bienvenue au département de correction d'Orange County. Cette vidéo va vous aider à bien comprendre le règlement de la prison et à vous guider dans votre installation ici. Soyez bien attentifs. Après le visionnage, les détenus doivent certifier par écrit qu'ils ont bien compris la vidéo. À partir de maintenant, ils vont devoir apprendre à vivre dans un univers avec ses règles, celles du personnel pénitentiaire, mais aussi celles des autres prisonniers. L'Amérique des gratte-ciel et des grands espaces détient aussi un record, celui du plus grand nombre de prisonniers au monde. 2 millions de personnes, soit près de 1% de la population, vivent derrière les barreaux. C'est plus que dans n'importe quel autre pays développé. On estime qu'un Américain sur 140 connaîtra la prison au moins une fois dans sa vie.
et ces chiffres ne cessent de croître. Surpopulation, rivalité entre gangs, bagarres, agressions sexuelles, le calme qui règne dans les prisons n'est qu'apparent. Orange County. Cette maison d'arrêt nouvelle génération est l'une des plus grandes des États-Unis. À l'intérieur, plus de barreaux. Les détenus sont enfermés dans des cages de verre. On peut tomber sur des cas d'agression sexuelle ou des tentatives d'évasion. Lumière omniprésente, caméra 24 heures sur 24. Malgré cette surveillance de tous les instants, nous verrons comment les détenus rusent pour contourner les interdits. Quelqu'un a brisé un manche à balai, puis a ligoté une partie de son linge au couteau et a écrit « Ils te tueront ». Bill est enfermé dans le Maryland depuis 28 ans pour meurtre. Ce sont les plus forts qui survivent ici, et les plus faibles meurent. Keith, lui, purge une peine de 40 ans pour plusieurs crimes graves. Il a passé 10 années dans une prison de haute sécurité, un lieu particulièrement violent. Il y avait de fortes chances pour qu'on me poignarde, ou que je sois moi-même obligé de tuer quelqu'un. Enfin, nous irons à la rencontre d'Agnès, une Française qui se bat contre la peine de mort. Depuis 4 ans, elle remue ciel et terre pour défendre John, un détenu qu'elle croit innocent. Moi, je lâcherai pas tant qu'il n'aura pas de nouveau procès. Plongé au cœur du système carcéral américain. Retour à Orlando, en Floride. Il est 4 heures du matin. Le sergent à Planalp se rend sur son lieu de travail, la maison d'arrêt d'Orange County. 30 minutes de trajet durant lesquelles elle se prépare mentalement. Chaque matin, je dois me préparer psychologiquement avant d'aller travailler. En général, je n'ai pas envie d'arriver avec des préoccupations qui peuvent m'empêcher de faire mon boulot. Alors je fais un peu de méditation. Ce qui est le plus dur dans mon travail, c'est qu'il faut toujours être prêt à réagir physiquement et psychologiquement. La plupart du temps, je n'ai pas besoin d'utiliser la force physique. Mais il y a toujours la possibilité que quelque chose se passe à n'importe quel moment. Et c'est ça qui provoque le stress. En plus, il faut toujours être en alerte. Je dirais que c'est ce besoin d'être en alerte constante qui est probablement le plus dur dans mon travail. Le sergent Léane à Planalp est gardien de pénitencier depuis 20 ans. Bonjour. À peine arrivé, le sergent est appelé en urgence au centre d'enregistrement. Un détenu agité vient d'agresser un gardien. Plusieurs agents doivent le maîtriser. L'homme est plaqué contre une table matelassée, conçue spécialement pour faciliter la fouille des détenus, sans qu'ils se blessent. Gardez un pied par terre et soulevez l'autre. Même les chaussures sont vérifiées, au cas où une arme serait cachée. Toute l'intervention est filmée par un gardien, une façon de se prémunir contre une éventuelle accusation de bavure. J'aimerais appeler quelqu'un. Ma mère. Mettez les mains derrière la tête et ne bougez pas tant que la porte n'est pas fermée. Je filme pour avoir une trace de cet incident. Si jamais la force avait été utilisée, cette vidéo sera une preuve pour montrer ce qu'il s'est exactement passé. Éviter les bavures, être efficace et assurer la sécurité des gardiens ainsi que celle des détenus. Ce sont les règles d'or dans cette maison d'arrêt du 3e millénaire. L'incident maîtrisé, le sergent à Planalp poursuit sa ronde. En 20 ans, elle a vu la population des prisons de Floride doubler, puis tripler. Et elle a assisté à tous les changements liés à cette évolution. Ce que vous allez voir ce matin, c'est un nouveau style de prison. Nous avons transformé l'ancien modèle, qui était linéaire, avec les barreaux, et on a créé des pods. Les pods, ce sont ces lieux de vie entièrement vitrés qui ressemblent à des aquariums. Les détenus dorment dans des cellules à 2 ou 3 couchettes. Ou dans des dortoirs, en fonction de leur dangerosité.
Lit, lavabo, toilette, tout tient dans un espace de 12 mètres carrés sans aucune séparation. Aucune intimité. En annexe, la salle de séjour. Les détenus y prennent leur repas, s'y détendent, s'y ennuient. Tout est organisé dans un lieu unique afin de réduire au maximum les déplacements des prisonniers et les contacts entre les pods. Mais les détenus arrivent toujours à trouver des astuces pour contourner la règle. Ces hommes, par exemple, utilisent la langue des signes pour communiquer à travers les murs de verre. Une pratique tolérée par les gardiens. Ces pods se trouvent tout autour de la salle de contrôle. Les détenus qui vivent dedans font aussi bien partie de la population classique que de la population dangereuse. Je vais vous emmener dans la salle de contrôle. C'est vraiment là le cœur de cet étage. Bonjour. Pour surveiller, on a une centaine de caméras. Les gardiens voient ainsi la totalité des unités. Ils ont très peu de contact avec les détenus à l'intérieur. Les échanges avec eux se font d'ici ou d'un endroit appelé la tour de contrôle. Le principe des pods, c'est de permettre aux gardiens de communiquer avec les détenus sans contact physique. 2 gardiens gèrent la salle de contrôle. Autour d'eux, 4 pods qui abritent chacun 60 détenus. 2 gardiens suffisent ainsi pour contrôler 240 prisonniers. Difficile de faire plus efficace. Les pods sont équipés de haut-parleurs. Lorsque les gardiens ont besoin de communiquer avec les détenus, ils utilisent un micro depuis la salle de contrôle. Préparez-vous pour la visite de votre avocat. Merci. Les incursions des gardiens à l'intérieur des pods restent donc exceptionnelles. Ils vont dans les pods lorsqu'il y a des problèmes, si quelqu'un a besoin de nous, s'il faut effectuer des inspections ou tout simplement pour parler face à face avec quelqu'un. Mais le bureau de l'officier n'est pas du tout à l'intérieur du pod. Pourquoi ? Le style de cette prison, le concept, c'est pour la sécurité de notre personnel, mais aussi de nos détenus. Les tensions peuvent monter ou s'atténuer, mais nous effectuons une très bonne surveillance. Nous avons des caméras partout. 6 caméras dans chaque pod. Aucun angle mort. Les surveillants de la salle de contrôle peuvent voir chaque recoin des cellules, 24 heures sur 24, y compris dans les douches et même les toilettes. Mais cela ne dispense pas les officiers d'effectuer des rondes, en particulier au 3e étage de la prison, un étage sensible, celui des détenus les plus dangereux. Ils sont 2 par cellule, dans un espace d'environ 10 mètres carrés. Ici, la lumière ne s'éteint jamais, même la nuit. Chaque soir et toutes les demi-heures, ces agents passent devant les pods. Ils s'assurent que tout est en ordre. Lorsqu'on effectue les inspections de sécurité, on peut tomber sur des cas d'agression sexuelle ou des tentatives d'évasion. Ça s'est déjà produit par le passé. Des agressions sexuelles entre prisonniers, un mot tabou en prison. Gêné, l'officier de presse qui nous accompagne intervient et nous sert un discours plus officiel. Quand les officiers font des rondes, ça distrait les détenus. Ça les empêche de faire, vous savez, ce qu'il ne faut pas faire. Les officiers font très bien leur travail, donc c'est rare que l'on tombe sur des situations compliquées comme un viol. Selon le département de la justice américain, plus de 4% des détenus auraient été victimes de viol au moins une fois pendant leur séjour en prison, soit environ 80 000 personnes en 2010. À Orange County, malgré toutes les mesures de sécurité, la violence des hommes et aussi des femmes détenues reste le problème numéro 1. L'agent Fesselmeyer fait partie de l'unité anti-gang de la prison. Dans son bureau,
il a toute une collection d'armes artisanales confisquées aux prisonniers. Voilà un couteau fait maison. Ces couteaux improvisés, ils les appellent shank. Quelqu'un a brisé un manche à balai, puis a ligoté une partie de son linge au couteau et a écrit « Ils te tueront ». Ce couteau improvisé m'a également appris qu'il appartient à quelqu'un d'une bande rivale, comme Folk Nation, car il a une petite fourche ici. Même s'il semble un peu simple, en prison, ce couteau peut faire beaucoup de mal. La personne essayait probablement de faire une poignée. C'est le genre de couteau qu'ils attachent autour de leurs mains pour ne pas le perdre quand ils poignardent quelqu'un. Voici une autre arme. Ce n'est rien de spécial, juste un cadenas et une chaussette. Les prisonniers attachent la chaussette autour du cadenas, puis ils l'utilisent pour frapper quelqu'un sur la tête. Ils peuvent faire beaucoup de mal avec cette arme. C'était quand la dernière fois qu'un agent a été blessé? C'est moi qui ai subi la dernière grosse blessure. Moi et 2 autres sergents, il y a 2 semaines. Un prisonnier ne voulait pas rentrer dans sa cellule, il a jeté des chaises en l'air. Un sergent a été blessé, j'ai décidé d'intervenir. Le prisonnier avait 20 ans de moins que moi, il était beaucoup plus grand. C'était une grosse bagarre. Dans cette prison, malgré la transparence des POTS et la sécurité draconienne, le nombre d'agents blessés durant leur service est en constante augmentation. Ici, en moyenne, 5 gardiens sont agressés chaque mois. Des attaques surprises, souvent très violentes, comme le montre cette vidéo filmée dans une autre prison au Texas. Sur ces images, tout semble calme. Les gardiens ne se doutent pas que les 2 hommes au téléphone s'apprêtent à s'évader. Dans une autre salle, d'autres détenus déclenchent une fausse bagarre, obligeant le gardien à quitter son poste. Lorsque la porte s'ouvre, les 2 détenus en profitent pour faire irruption dans le poste de contrôle. Ils foncent d'abord sur le gardien, puis sur son collègue. L'un d'eux est violemment projeté au sol et tabassé. Il parvient à se relever, la bagarre continue. Mais pendant ce temps, il semble qu'un des détenus ait actionné l'ouverture d'un sas de sécurité situé hors champ, permettant ainsi à l'autre de s'évader. Il s'enfuira dans une voiture qui l'attendait derrière la prison, tandis que l'autre est maîtrisé par un gardien. Orange County, 6 heures du matin. Le lieutenant Bynes est sur le pied de guerre. Elle supervise l'équipe anti-gang dont fait partie l'agent Fesselmeyer. Elle vient d'être appelée pour effectuer une fouille surprise. L'équipe a eu un tuyau. Un détenu serait en possession d'un téléphone portable. Il y a urgence, car un téléphone passé en fraude, cela signifie qu'une évasion est peut-être en train de se préparer. Je vais vous briefer avant d'entrer. On va d'abord les déshabiller. Les hommes, vous commencez avec ceux qui sont au fond de la salle. Les femmes vont surveiller le devant. Et moi, je vais assurer toute la sécurité et je vais superviser. Ces détenus viennent d'être réveillés. Ils doivent quitter leur dortoir immédiatement. La fouille va démarrer. Dans cette unité, les prisonniers partagent une grande pièce. Chacun d'eux possède un casier pour ses affaires personnelles. Prenez juste vos serviettes. Ouvrez vos casiers et ne touchez à rien. L'agent Fesselmeyer s'occupe des fouilles corporelles. Ouvrez votre bouche. Montrez bien. Vos oreilles, faites comme ça. Faites tomber votre caleçon. Baissez-vous et toussez. Allez, au suivant. Un par un, les détenus vont passer cet examen. Une fouille au corps complète, car c'est souvent sur eux-mêmes que les prisonniers cachent des objets interdits. Je vais fermer la porte pendant qu'on fouille. Les détenus aiment bien nous regarder pour voir à quel endroit on cherche et pour s'assurer qu'on ne trouvera pas leur cachette. Il vaut mieux fermer. Ensuite, comme nous avons une idée du détenu qui a le téléphone portable, on va cibler son espace par ici. Il y a de fortes chances pour qu'il l'ait caché à cet endroit. Grâce à leurs informateurs, les enquêteurs ont une idée de celui qui détiendrait ce téléphone. Ils vont donc fouiller dans le périmètre de sa couchette. Ce sont des sachets de thé. Jetez-y un œil.
Les faux plafonds sont systématiquement fouillés en premier. Il y a toujours des endroits pour cacher des choses en prison, quoi qu'on fasse pour empêcher ça. Cela fait partie du jeu et les prisonniers aiment bien jouer. Mais nous sommes là pour assurer leur sécurité et la nôtre. Ils ne sont pas autorisés à garder de la nourriture périssable, comme les tranches de pain qu'ils reçoivent au déjeuner et qu'ils aiment garder. Le sucre aussi. S'ils arrivent à cacher des fruits, ils vont s'en servir pour faire de l'alcool. C'est très simple, ils mélangent des oranges, du pain et du sucre, ils laissent fermenter quelques jours, et voilà, ils ont fabriqué de l'alcool. Personnellement, je ne le boirais pas, mais ils n'ont pas d'autre moyen. Je regarde toujours ici pour voir s'il y a des lames de rasoir cachées. Parfois, ils les mettent dans les coins. Je ne sais même pas comment ils arrivent à avoir certaines choses. Le plus gros problème qu'on ait eu, c'était un gars avec un téléphone portable. Il niait l'avoir. Alors l'officier McCandell l'a passé au rayon X et l'objet se trouvait là, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Ils utilisent leur rectum pour cacher des objets. Ils appellent ça leur bagage et le gars avait en effet un téléphone dedans. Ah. Des enceintes. Intéressant. Il y a des petites batteries? Des composants électroniques? On dirait qu'ils l'ont pris sur un téléphone. Les résidents sont plutôt astucieux. Beaucoup d'entre eux sont probablement électriciens ou viennent d'autres secteurs. Et ils créent et construisent tout eux-mêmes. Des pièces de téléphone et des rouleaux de papier toilette. Ici, tout peut être détourné. Je ne lis pas vraiment ce qu'il y a dans les lettres, à part si elles attirent mon attention. Je les survole, je regarde tout ce qu'il y a en rapport avec les gangs. Les choses les plus simples comme les phrases ou un dessin, on ne les remarque pas. Mais quand vous faites ça depuis un bout de temps, vous comprenez tout de suite. La fouille est terminée. Mais les équipes de l'unité anti-gang n'ont pas trouvé le fameux portable. Pourtant, le lieutenant reste confiant. On ne va peut-être rien trouver aujourd'hui, mais si un détenu envoie un autre avec un téléphone portable et qu'il ne le partage pas avec ses copains, on va le balancer aux officiers. Les détenus sont invités à retourner dans leur espace. Mais l'agent Fesselmeyer n'en restera pas là. Il a bien l'intention de poursuivre l'enquête avec ses propres méthodes. Ce que j'aime surtout trouver, ce sont les petites notes écrites. Ces papiers me disent tout. Les prisonniers adorent tenir des journaux et écrire des lettres à leurs petites amies ou à leurs copains. Je prends donc certaines choses que je leur rendrai plus tard. De temps en temps, je découvre des petits mots que les membres de gang se font passer entre eux. Donc parfois, il y a quelque chose, comme dans cette lettre. Grâce à mon expérience, je sais tout de suite de quoi il s'agit. Captain Black et Blood. Là, c'est B pour Blood. Et la couronne à 5 pointes, ce sont des symboles universels chez les gangs. Je vais lire la lettre en diagonale pour tenter de trouver quelque chose d'intéressant. Je cherche surtout des noms de rues, des noms de gangs. Si je connais le nom de leur rue, je serai au même niveau qu'eux lors de notre prochaine conversation. Exemple avec ce prisonnier, membre d'un gang. Toi, c'est Eni, c'est ça? L'homme est un nouveau venu dans cette prison. L'agent Fesselmeyer tient à faire connaissance. Je vois que tu as une étoile à 6 branches, donc apparemment tu es membre d'un gang. C'est quoi ton surnom? Casper. Depuis combien de temps tu fais partie de ce gang? Depuis que j'ai 13 ans. Eni, surnommé Casper, est un multirécidiviste. Cela fait 20 ans qu'il fait régulièrement des séjours en prison. À 13 ans, il a été emprisonné pour un cambriolage. À 20 ans pour violence conjugale. Aujourd'hui, il est là pour le vol de plusieurs véhicules. Est-ce que tu as d'autres tatouages en rapport avec le gang? J'ai déjà vu des choses sur toi. Je vois que tu es déjà allé en prison. Les frères de lutte, la fourche du diable, l'étoile à 6 branches. Tu as fait partie des GD? Tu n'as pas été affilié aux Bloods ou aux Crips, hein? Non, monsieur. Tu ne causes pas de problème en prison? Non, non. On a des membres des Bloods partout en prison. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un? Tu peux montrer ce que tu as ici? Laisse-moi les photographier rapidement et après tu pourras retourner dans ton unité. Je n'essaie pas de te commander. Tu vas rester ici et continuer à travailler. Donc tant qu'il n'y a pas de problème, le gang ne va pas te déranger, ok? J'apprécie, mec. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir.
Le sergent Fesselmeyer est le spécialiste des gangs. Son look est un atout pour gagner la confiance des détenus. Vous travaillez au contact des prisonniers tatoués. Vous aussi, vous êtes tatoué. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Quand j'ai commencé à m'occuper de l'unité anti-gang, il y a quelques années, on a décidé de m'appeler Tattoo, comme tatouage. L'idée ne vient pas de moi. Un jour, un détenu l'a dit, et à partir de là, c'est resté. La différence entre mes tatouages et ceux des prisonniers, c'est que les miens n'ont aucun rapport avec les gangs. Quand les détenus voient mes tatouages, du coup, ils ont moins de réticence pour m'approcher. Ils me considèrent différemment d'un policier de la rue bien propre sur lui. Cela a sûrement facilité ma façon de communiquer avec eux, alors que sans mes tatouages, ils ne me diraient rien. Grâce à ça, j'arrive à mieux travailler, c'est certain. Chaque surveillant a ses méthodes pour se faire respecter des prisonniers. Le sergent Aplanalp, elle, salue chaque détenu d'un signe de la main. Si je me promène et que je ne fixe pas les prisonniers, ils vont penser que j'ai peur ou que je suis paranoïaque. En tant qu'officier, je dois avoir l'allure d'une personne qui a confiance en elle. Un bonjour poli aux détenus, ça ne fait jamais de mal. C'est aussi une manière de garder le contact. On va aller voir une récréation. Dans cette pièce, une centaine de détenus se détendent ou jouent aux cartes. Soudain, en voyant notre caméra, un homme, membre d'un gang, fait un signe à l'attention de ses frères. 3 doigts pointés, le poing fermé, 5 doigts pointés, c'est 305, le signe de ralliement du gang de Miami. En prison, ces codes sont strictement interdits. Le sergent Aplanalp le rappelle tout de suite à l'ordre. Monsieur, vous êtes dans quel dortoir ? Dans le dortoir chrétien. Tout à l'heure, vous avez fait des signes. Ouais, je suis désolé. Pouvez-vous me rendre un service ? Attendez-moi dans votre dortoir, s'il vous plaît. Ok. Je vous le demande gentiment. Ok. Je ne veux pas avoir de problème, d'accord ? Attendez-moi dans le dortoir. Merci. Finalement, ce détenu s'en tire avec un simple rappel à l'ordre. Pas d'affrontement, une bonne communication, pas de problème. Le sergent Aplanalp a géré la situation. Les gangs, c'est le fléau des prisons américaines. 60% de la population carcérale en ferait partie. Des prisonniers à risque pour les gardiens, car ils s'affrontent à la moindre occasion. Direction, la cour extérieure. Dans cette prison, tous les détenus ont droit à 1 heure de récréation en plein air chaque jour. Les espaces prévus pour cela se trouvent à quelques mètres du dortoir. Objectif, limiter les déplacements. Mais certains détenus ne peuvent pas être mêlés aux autres, trop dangereux. Ils sont en cellule isolée 23 heures sur 24. Et lorsqu'ils sortent à l'air libre, c'est pour aller dans ces cages individuelles. 15 mètres carrés. Ils tournent en rond, comme des fauves. Cela peut surprendre, mais en réalité, c'est une amélioration de leurs conditions de détention. Avant que ce système de cage individuelle ne soit conçu, on devait utiliser le même espace pour un seul détenu, car ces hommes sont trop dangereux pour se croiser, même pendant 1 heure. Avec le nouveau système, on peut sortir 7 prisonniers à la fois. Cela nous permet d'offrir une récréation à tout le monde, tous les jours, tout en maintenant la protection nécessaire pour qu'ils n'agressent pas les autres. Grâce à ces nouvelles mesures, les détenus en isolement ont maintenant droit à une récréation tous les jours. Selon la direction, ils sont 3 fois moins agressifs qu'auparavant. Mais toutes les prisons ne disposent pas de cette infrastructure. Selon le département de la justice américain, les bagarres entre prisonniers sont en nette augmentation. Voici ce qui peut arriver à n'importe quel moment dans un dortoir où les détenus sont regroupés. Une simple altercation entre 2 hommes provoque une véritable émeute entre des dizaines de détenus. Tout le monde s'y met. L'occasion de sortir ses armes, comme cet homme qui frappe les autres avec un cadenas dissimulé dans une chaussette. Maîtriser la violence des détenus, c'est le problème auquel sont confrontées toutes les prisons, particulièrement celles qui accueillent les longues peines. Direction, le Maryland.
Dans cet état, quelques grandes fermes et 4 pénitenciers. Vu de l'extérieur, ce centre de détention ressemble à un campus universitaire. À l'intérieur, plus de 2000 criminels enfermés pour plusieurs années, voire toute leur vie. Voici la salle de sport, un lieu que fréquentent assidûment les détenus, et pas seulement pour se distraire. C'est mon truc pour rester en forme. Je suis prêt à me défendre et à rendre coup pour coup, si quelque chose arrive. Ce sont les plus forts qui survivent ici, et les plus faibles meurent. Et moi, je ne veux pas être faible et mourir. À 56 ans, je peux encore résister, et c'est ce que je fais. Mais pour ça, j'ai besoin d'être en bonne santé et prêt à réagir. Bill est emprisonné depuis 28 ans. Accusé de meurtre au premier degré en 1984, il a été condamné à la peine capitale. Une révision de son procès il y a 20 ans lui a permis de sortir du couloir de la mort pour rejoindre cette prison. Ici, on occupe les prisonniers. Le travail apaise les tensions et leur permet d'obtenir pas mal d'avantages. Bill a choisi de faire le ménage. Chaque nuit, pendant que les autres prisonniers dorment, il nettoie les couloirs pour 25 centimes de l'heure. Un salaire dérisoire, mais lui considère qu'il a de la chance. Ce travail est l'un des rares jobs privilégiés, car il rapporte un peu plus que les autres, parce qu'on travaille de nuit. J'en ai besoin pour pouvoir joindre les deux bouts. Je ne pense à rien, ça m'occupe l'esprit. Et puis c'est un métier que je pourrais exercer un jour. Il y a beaucoup de centres commerciaux dehors, dont le sol a besoin d'être nettoyé et lustré. « 6 heures du matin. D'autres prisonniers travaillent le jour et peuvent demander à être employés dans l'entreprise de la prison. Un atelier qui fabrique du mobilier de bureau. Ces prisonniers sont parmi les mieux payés du système pénitentiaire, 2 $ par jour. Mais ils n'oublient jamais où ils se trouvent. Moi, c'est une prison, on ne l'oublie pas. C'est une prison. On te dit quand il faut aller se coucher, quand il faut se réveiller. Et quand s'enfermer. C'est une prison, on ne se fait pas d'illusions là-dessus. On fait clairement face à la réalité. Et on n'est pas heureux d'être là. Holly purge une peine de 25 ans pour trafic de drogue. Quant à Michael, il a été condamné pour 3 actes de viol à 30 ans d'incarcération. Tu réalises que c'est une partie de la punition aussi d'être en prison. Parfois, il faut faire des sacrifices pour pouvoir réintégrer la société. Si Michael et Holly ont pu obtenir ce poste, c'est parce que leur conduite en prison est exemplaire. Donnant-donnant, un principe de base que l'on retrouve dans la plupart des prisons américaines. Ceux qui se comportent le mieux obtiennent non seulement le meilleur emploi, mais surtout ils réduisent la durée de leur peine. Chaque mois travaillé, c'est 10 jours de prison en moins. Tous les 3 ans, tu gagnes un an. On va dire qu'en 2016, je rentrerai à la maison grâce au bénéfice de ce travail qui écourte ma peine de 10 jours par mois. Je peux économiser un peu d'argent pour mes enfants, pour leur envoyer des cadeaux d'anniversaire, parce que même si tu te fais enfermer, tu dois tout de même continuer à prendre soin de tes enfants. Ici, tous les détenus se servent d'outils tranchants. Des armes en puissance. Comment est-ce possible dans une prison? Comment ça va aujourd'hui? Lors d'un passage du directeur à l'atelier, nous lui posons la question. Nous sommes dans une prison, il y a une paire de ciseaux sur cette table. Pourquoi est-ce que ça ne pose pas de problème? S'il y avait d'autres endroits qu'ici où cela était autorisé, oui, ce serait un problème.
Mais dans cet atelier, vous avez un inspecteur qui vérifie le matériel. Il contrôle tout. Il sait qui a quoi et de quels outils ils ont besoin pour faire leur travail. Cette prison semble calme et sous contrôle. Pourtant, elle renferme de dangereux criminels. Keith a été condamné en 1990 à 70 ans de prison pour de multiples agressions armées et enlèvements avec séquestration. Ses 10 premières années de détention, Keith les a passées dans une prison de sécurité maximum. Mais sa bonne conduite lui a permis d'obtenir son transfert ici. Aujourd'hui, il est l'un des rares détenus à pouvoir se déplacer librement dans la prison. Privilège ultime, il a même droit à une cellule individuelle qu'il peut fermer à clé et aménager à sa façon. Toute ma vie est ici. Qu'est-ce que j'ai? Mon jeu d'échecs, mes livres, ma machine à écrire, ma télé, ma radio, des photos de ma fille, mes vêtements, ma musique, mes CD, mes cassettes de gospel et les journaux que je lis. Ce petit confort aide Keith à supporter le quotidien. Mais il a bien conscience que dehors, la vie avance sans lui. Beaucoup de choses se sont passées. Ma maman est décédée, mes grands-parents aussi. Je ne connais l'extérieur que par mes lectures ou par la télé. Je ne sais pas à quoi ressemble la société. Récemment, quelqu'un m'a dit que les cabines téléphoniques venaient de disparaître, qu'il n'y en avait plus beaucoup. Donc, j'essaie d'intégrer ces choses dans ma tête. Contre le temps qui passe, Keith ne peut rien faire. Sa seule satisfaction depuis son transfert ici, avoir survécu à 10 ans de prison de haute sécurité. Ma plus grosse angoisse était que j'allais être obligé de tuer quelqu'un pour éviter que quelqu'un d'autre ne m'assassine. Après avoir connu l'enfer là-bas, en haute sécurité, y avoir échappé, je pense que je peux m'en sortir. Je suis optimiste. Je vais m'en sortir. Si Bill a lui aussi les clés de sa cellule, il doit partager ses 10 mètres carrés avec un codétenu. Pour l'instant, je suis là. C'est l'endroit où ils m'ont mis. Ça ne restera pas ma résidence permanente, j'espère. Mais c'est chez moi pour le moment. Avant de vivre ici, Bill a passé 8 années dans le couloir de la mort. 8 ans à voir ses codétenus exécutés par injection létale, en attendant son tour. Quand il y avait une exécution, tout le monde devait regagner sa cellule et il baissait les lumières. À ce moment-là, vous saviez que quelqu'un était mis à mort. La nuit était très pesante et calme. Le lendemain, c'était la routine, le quotidien habituel. Le petit déjeuner, la promenade, le boulot. Comme si rien ne s'était passé. Bill espère sortir de cet enfer en obtenant un jour peut-être une révision de sa peine. Comme lui, il serait 10 à 30% de prisonniers à clamer leur innocence. Certains sont soutenus par des associations. Direction, l'aéroport de Houston, au Texas. Nous avons rendez-vous avec Agnès, 25 ans, une Française diplômée en droit international. Elle milite pour faire libérer un détenu, John Curtis Dewberry. John a été condamné pour meurtre. Il se bat depuis plusieurs années pour faire reconnaître son innocence. Agnès fait partie de l'association Lutte pour la justice. Elle correspond avec John depuis 4 ans. Grâce à l'argent qu'elle a récolté en France, elle a pu financer un nouvel avocat pour obtenir une révision du jugement. Les Français ont été très généreux quand il a été question de recruter un nouvel avocat pour John.
parce que j'ai pu collecter, grâce à leur générosité, environ $8 000 en l'espace de 1 mois et demi. Donc, et il y a à peu près 12 donateurs, ce qui n'est pas énorme. Donc c'est des gens qui font confiance et qui n'hésitent pas à envoyer des grosses sommes immédiatement. Aux États-Unis, ils ne se mobilisent absolument pas dans leur pays pour ce genre de choses. Ils ne remettent pas en cause leur système pénal. Et du coup, il n'y a pas de mobilisation, contrairement à la France. Agnès est venue au Texas pour rencontrer cet avocat et rendre visite à John. Ce sera sa 4e visite. Mais elle a d'abord un rendez-vous important. Demain, je vais rencontrer la mère de John. C'est la 2e fois que je la vois. Et c'est vrai que c'était important pour moi de la connaître, étant donné que je soutiens John depuis pas mal d'années maintenant. J'avais envie de rencontrer sa mère et de son univers familial. C'était dans la suite logique des choses. La vie de John a basculé en 1994. Au lendemain de Noël, un notable de la ville, Elmer Rod, pédophile présumé, est retrouvé mort dans sa maison. 2 jours plus tard, un lycéen de 17 ans, John Curtis Dewberry, est arrêté chez lui à la suite d'une dénonciation. Il est conduit au commissariat. À l'époque, John boit et se drogue. Durant l'interrogatoire, sous l'emprise de ces produits, il avoue le meurtre. Dès le lendemain, il revient sur ses aveux, mais il est trop tard. Malgré l'absence de preuves l'impliquant dans ce meurtre, John est condamné à mort. En 2005, sa peine capitale est transformée en prison à vie, la Cour suprême ayant estimé que condamner à mort un mineur était anticonstitutionnel. Ce matin, avant de voir la mère de John, Agnès veut se rendre sur les lieux où il a été arrêté il y a 18 ans. La maison de son enfance. Alors ça, c'est une photo que John m'a envoyée pour qu'on puisse se repérer quand on va y aller. Donc en fait, normalement, il y a un magasin d'abord, l'église, ensuite on continue et la maison est là. Là, il y avait un terrain de foot derrière la maison où il jouait quand il était petit. Continue 0.2 miles to address 1900 on right. Il était là, en fait, il descendait, il est allé nourrir ses chiens. Et en fait, la police a dû arriver de là. Ils sont arrivés là et là, ils l'ont arrêté. Ça a été le point de départ d'un cauchemar qui dure depuis 15 ans et le point de départ était très traumatisant, très brutal. John m'a raconté beaucoup de choses. Et maintenant, si vous voulez, j'ai les images et du coup, c'est très important. Tania, la mère de John, a donné rendez-vous à Agnès dans ce restaurant. C'est la 2e fois qu'elles se rencontrent. Salut! Salut ma chérie, c'est bon de te revoir. Je reviens de l'ancienne maison. Ah bon? Je peux te montrer une photo pour que tu me dises si c'est bien celle-là? Elle a été vandalisée. Les ouragans l'ont détruite. Et c'était comment la fête de Thanksgiving? C'était très bien. J'ai des photos à te montrer. Ils ont dévoré la dinde. C'est devenu une tradition familiale. Tania photographie les plats de fête qu'elle prépare et les envoie à John. Chaque année, je demande à John, alors, qu'est-ce que tu voudrais pour ton repas d'anniversaire? Il choisit son menu. Je le prépare et je prends des photos. Je prends des photos de tous les moments importants et je les envoie à John. Comme ça, il a un album de bons souvenirs de famille et il peut s'évader de la prison en pensant à nous. De son côté, lui aussi envoie de petits cadeaux faits en prison. Parmi les différents objets fabriqués par les détenus, un livre étonnant. Un livre de cuisine fait par les prisonniers. Je l'ai feuilleté. Regarde. Ils prennent les restes de leur repas de la cantine et ils les rapportent dans leur cellule. Et avec ce qu'ils peuvent acheter à l'épicerie, ils se préparent à manger.
Regarde cette glace préparée dans une cellule. Ils utilisent du lait déshydraté, de la confiture de fraises et de la neige qu'ils ramassent par terre pendant l'hiver. Ils ont des glaces, mais qu'en hiver. Agnès prend la route d'Huntsville, à 200 km de là. Demain, elle a rendez-vous au parloir avec John. Ce soir, dans sa chambre d'hôtel, elle nous fait partager quelques lettres qu'elle a reçues. Le jeune homme évoque son quotidien, notamment ses 10 années dans le couloir de la mort. La chose qui l'a le plus marqué dans le couloir de la mort, c'était les suicides. Les suicides, ce qui est assez courant. Il y en a eu quelques-uns quand il était dans le couloir de la mort. Dont une fois, c'était le détenu qui était dans la cellule en face. Un matin, ils arrivaient pour servir le petit-déj, comme tous les matins. Et ils ont ouvert la cellule, et en fait, le mec était pendu. Et lui, il regardait par son petit trou de cellule, et il les a vus détacher le corps. Le secret, il me disait, enfin le truc pour tenir le coup, c'est de s'imposer un quotidien extrêmement rigoureux, cadré, heure par heure, un emploi du temps. Il faut se lever le matin en sachant ce qu'on fera chaque heure quasiment. Pour faire passer ces témoignages dérangeants malgré la censure de la prison, John a une astuce. En général, quand tu veux dire des choses un peu controversées, en quelque sorte, il va les glisser au milieu de la lettre. En général, c'est noyé au milieu de la lettre et c'est sa technique. Ouais. Une technique parmi des dizaines d'autres. Car lorsqu'il s'agit de tromper la vigilance du bureau de contrôle du courrier, les détenus ne manquent pas d'imagination. Retour à la prison d'Orange County, en Floride. Dans cette pièce, 3 personnes ouvrent quelques 2000 lettres par jour. C'est par voie postale qu'arrivent 50% des produits interdits en prison. Chaque lettre est donc scrupuleusement vérifiée. Nous contrôlons toutes les taches sur les lettres. Même le rouge à lèvres peut poser problème. Cette lettre, avec du rouge à lèvres, sera renvoyée, car c'est là qu'on peut cacher de la drogue. Nous enlevons les timbres, car on peut aussi cacher un peu de drogue au dos. Ici, on peut le sentir avec les doigts. C'est rugueux et irrégulier. La plupart du temps, c'est comme ça que la drogue arrive. Les détenus la cachent dans des courriers juridiques officiels. Que voulez-vous dire exactement? C'est du courrier provenant d'un avocat ou d'un tribunal. Normalement, on ne doit pas ouvrir ce courrier juridique, sauf si on est en présence du détenu. Du coup, ils essaient de profiter de cette règle. Même les coloriages d'enfants sont suspects. Sur ce type de dessin, nous vérifions que rien ne s'enlève lorsqu'on frotte. Surtout lorsque c'est du pastel. Ça s'enlève très facilement en frottant. On peut y cacher des substances illicites. On a déjà retrouvé des prisonniers en train de manger des lettres qui cachaient de la drogue. Vous acceptez toutes ces photos? Non, il faut que ce soit des photos de famille. Pas de nudité ou d'images suggestives. Vous voyez, ce genre de photos est renvoyé. Certains expéditeurs, vraiment naïfs, essaient même de faire passer les plans de futurs braquages. Sur cette lettre, quelqu'un indique comment voler un distributeur de billets. Vous pouvez me la lire? Alors, on peut lire matériel nécessaire, un camion volé, Ford 150, une voiture Chevrolet, une scie à béton. Il indique même l'adresse d'un magasin. Ici, braver les interdits, c'est grappiller un espace de liberté. Nous sommes dans le quartier des femmes. Elles passent le temps en fabriquant des cartes de vœux, des collages, et avec ces crayons de couleur achetés au magasin de la prison, elles vont se faire belles. La mine réduite en poudre devient du crayon de colle pour souligner le regard. Une astuce de prisonnière
car ici, les accessoires de maquillage sont interdits. Heather et Ashley sont en prison pour des crimes graves. Heather pour agression à main armée, Ashley pour meurtre. Aujourd'hui, avec ce qu'elles ont trouvé dans l'épicerie de la prison, ces deux criminels vont se mettre au fourneau. Je mange pas le déjeuner de la prison. On va nous servir de la bolognaise, je ne sais pas si vous en voulez. Mais moi, je vais me préparer un burrito. Première étape, écraser et mélanger des chips de plusieurs saveurs. Je vais chercher un peu d'eau propre pour le mélange. Aucun couteau ou objet pointu n'étant autorisé ici, Ashley coupe la saucisse avec sa carte de prisonnière. Cela aussi, normalement, c'est interdit. C'est marrant, c'est la saucisse d'hier soir. Elle est encore bonne car tu l'as bien conservée. En mélangeant de l'eau chaude à la poudre de chips, Heather obtient une sorte de sauce qu'elle verse dans le verre. Pendant ce temps, le reste des chips humidifiés continue de gonfler dans le paquet. C'est ce qui formera la pâte. Deuxième étape, récupérer du fromage pour garnir le burrito. C'est rudimentaire, mais Heather ne néglige aucun détail. Attends, il y a un bout de cracker là qu'il faut enlever. Il faut bien le mélanger. Ensuite, il est temps de sortir la pâte. C'est parfaitement carré. Heather étale maintenant le fromage et elle garnit la tortilla avec les morceaux de saucisse et des nouilles chinoises. Oh my gosh. Regardez, c'est pas génial? Voilà mon déjeuner. Tandis que les autres détenus vont chercher le plat de la cantine, Heather et Ashley, elles, dégustent leur chef-d'œuvre avec satisfaction. Le repas terminé, les jeunes femmes se retrouvent dans leur cellule. Ce soir, Heather doit recevoir la visite de son copain. Elle veut être à son avantage. Aucun produit de maquillage n'est autorisé. Encore moins les accessoires comme les pinces à épiler, pointues, donc dangereuses. Alors il faut encore ruser pour contourner les règles. Ma pince à épiler. Trop cool. Ne laisse pas les gardiens le trouver. Cache-le dans ton soutif. Regarde ça. Chouette. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, on s'épile les sourcils. Oh non. Oh, je suis désolée. Où l'avez-vous trouvé? Laissez-moi deviner. Ah, c'est un fil que tu as arraché à ton ourlet de veste? Oui. Eh bien, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, et ça fait un moment que je suis là. Je vais vous montrer comment faire. Non, 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 non. On essaie juste de rester belle. Bien sûr. Et vous avez une visite aujourd'hui? Oui, ça va être bien. Il vient tous les samedis depuis 7 mois. Il est attentionné. Oui, il est très dévoué. C'est un homme chouette. Je suis vraiment heureuse et très reconnaissante envers lui. Le lendemain, Agnès approche de Huntsville. C'est là qu'est détenu John. Quand j'arrive à Huntsville, déjà, je me demande est-ce que les gens savent pourquoi leur ville est connue. Après, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, les gens comme moi qui sont assez engagés contre la peine de mort, c'est vraiment la capitale de la peine de mort. C'est vraiment quelque chose. Il y a des exécutions régulièrement. Il y a des périodes où c'est toutes les semaines. En ce moment, les exécutions sont à une cadence assez importante. Cette ville est en effet surnommée Prison City. Sous ses airs de petits coins paisibles et tranquilles, Huntsville est le siège de l'administration pénitentiaire du Texas. C'est la ville qui regroupe la plus grande concentration de prisons au monde. 8 énormes pénitenciers construits dans un périmètre de 80 km². Chacun d'eux renferme plus de 3000 détenus. Dans la région,
un foyer sur deux a un membre de sa famille qui travaille pour les prisons. En plein centre-ville, celle-ci abrite la chambre d'exécution. Cette prison détient un triste record, celui du plus grand nombre de mises à mort aux États-Unis. Continue 2.6 miles on Prison Road 1. Sur le parking, Agnès s'organise avant son rendez-vous au parloir. Donc là, je prends ma pièce d'identité, la monnaie, parce que c'est tout ce qui est autorisé. Donc après, il faut bien que je vérifie si j'ai rien dans les poches. Tout à l'heure, dans 4 heures. La direction nous a interdit de filmer la rencontre entre Agnès et John. En revanche, nous sommes autorisés à venir interviewer le jeune homme après cette visite. Nous serons seuls au parloir, séparés de John par une grille. L'entretien est surveillé de près, mais cela n'empêche pas John de nous parler. Quand j'ai été emprisonné, tout au début, j'étais si jeune. C'était un peu comme bienvenue dans la jungle. J'ai vu des choses vraiment dures. Il faut savoir qu'il y a de vrais malades ici et qu'ils font des choses vraiment dingues. Autrefois, les détenus confectionnaient le Purple Rain. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était un mélange d'excréments, d'urine, de lait tourné et de mousse à raser. Ils le chauffaient pour que ça devienne brûlant. Puis, dès qu'un officier passait, si quelqu'un avait des problèmes avec lui, il jetait le mélange sur lui. Quand je suis arrivé dans le couloir de la mort, les choses étaient très différentes d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait des bandes d'officiers, des vraies machines à tabasser. Une nuit, après le dîner, j'ai pris une boîte de thon. Je me suis collé au barreau de ma cellule et j'ai jeté la boîte dans la poubelle. Quelques gouttes d'huile ont éclaboussé la poubelle. Une policière s'est mise à jurer et à demander « Qui a fait ce bordel ?» Donc je me suis excusé et je lui ai expliqué que mon geste n'était pas fait exprès. Mais elle est allée chercher ses collègues. Elle est partie et quelques minutes plus tard, 2 mecs sont entrés dans ma cellule. L'un des policiers m'a menotté tellement fort qu'il était impossible de serrer les menottes davantage. Ensuite, il m'a saisi par le bras et l'autre type m'a attrapé par les jambes. Ils m'ont retourné contre le sol, puis l'un des policiers s'est mis sur mon dos. D'autres officiers étaient à côté de la porte de derrière. J'étais allongé par terre, sur le ventre, et le policier me donnait des coups de genoux sur le dos. C'était comme si on me disait « T'es qu'un prisonnier, t'es rien. T'es qu'un détenu, t'es une ordure. » Plus tard, le policier m'a pris par les cheveux pour me cogner la tête contre le béton. Il m'a frappé plusieurs fois avant que je puisse immobiliser les muscles de mon cou pour qu'il arrête de cogner ma tête. Mais c'était difficile, car il m'avait bien attrapé les cheveux. Depuis ce jour, je me rase toujours la tête. Je ne sais pas pourquoi tout cela m'est arrivé, ni pourquoi je suis coincé dans cette prison depuis si longtemps. Je ne comprends pas pourquoi j'ai dû endurer autant de choses. Je suis prêt à sortir. Je ferai tout pour sortir. Je suis prêt à retrouver ma vie normale. En sortant de notre entretien avec John, nous retrouvons Agnès à l'extérieur de la prison. Quand je repars, c'est assez dur parce que moi je m'en vais, ça y est, je suis projetée vers ce que j'ai à faire. Je repars en voiture, je suis déjà à plusieurs miles. Et lui, non, lui, il est retourné dans sa cellule, quoi. Il est retourné dans sa cellule, avec la sensation que pendant 4 heures, il a eu une petite bouffée d'oxygène, une petite partie de l'extérieur qui est venue. Depuis notre tournage, l'antenne allemande d'Amnesty International a décidé de prendre en charge tous les frais d'avocat de John et des tests ADN. Un nouvel espoir pour le jeune homme de prouver un jour son innocence. Retour à Orange County, en Floride. À quelques dizaines de mètres de la prison se trouve le tout nouveau centre de visite. Un système ultramoderne.
Ici, chaque détenu a droit à 3 visites par semaine, au lieu d'une seule dans une prison traditionnelle. Mais les visiteurs doivent se contenter de voir leurs proches, de loin. Votre numéro de visiteur? À quelle heure est prévue la visite? Demain à 5 heures? De rien, au revoir. Les visites se déroulent entre 9h et 21h, 7 jours sur 7. Elles durent 45 minutes. Mais si une telle souplesse horaire est possible, le prix à payer est lourd. Ici, les détenus et leurs visiteurs ne se voient que filmés à travers un écran. Un système virtuel qui éloigne encore un peu plus les détenus du monde réel et de leur famille. Plus de face-à-face, aucune chaleur humaine. Tout cela au nom de la sécurité, pour éviter les risques de contrebande et le déplacement des détenus. Mais les gens ne préfèrent pas être physiquement près, même s'ils ne peuvent pas se toucher? Les gens veulent être proches des prisonniers auxquels ils rendent visite, mais la sécurité est notre priorité. Nous essayons de respecter ce désir de proximité et de leur donner ce dont ils ont besoin. L'un des avantages des visites vidéo, c'est qu'elles aident à réduire la contrebande. C'est aussi une mesure de sécurité. Si jamais il y a un problème entre un visiteur et un prisonnier, ils vont se disputer par vidéo, sans aucun contact physique. Ça ne les dérange pas de ne pas être physiquement en face de la personne qu'ils viennent voir? Si, bien sûr, mais la sécurité est prioritaire. Ce soir, comme prévu, Heather a rendez-vous avec son amie. Elle s'installe devant l'écran, près de sa cellule. Lui aussi est devant un écran, mais dans un autre bâtiment. Ils ont maintenant 3 quarts d'heure devant eux. Hey, coucou bébé. Tu as reçu ma lettre? Oui. Comment s'est passé ton entretien? Bien. Montre-moi ton dessin. Ouais, ça va. Tu te souviens du dessin animé dont je t'ai parlé? Ah oui. T'inquiète pas, ce sera notre secret. Quand l'écran devient noir, c'est le signe que la visite touche à sa fin. Comme à chaque fois, l'ami de Heather en ressort frustré. Je ne vais pas vous cacher que les visites à l'ancienne me manquent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la visite, on pouvait se toucher, se prendre dans les bras. Le nouveau système est un peu impersonnel, mais je comprends. Dans les années 90, si vous aviez un bon comportement, on autorisait vos proches à vous rendre visite en personne. Et oui, c'était bien d'avoir ce contact physique. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de les voir, même si c'est sur un écran de télévision et qu'on ne peut pas se toucher. On fait ce qu'on peut. Paradoxalement, ce système impersonnel semble pourtant plaire à certaines familles. Pas de contrôle de sécurité ni de fouille. Les visiteurs gagnent du temps et n'ont plus à subir ce que certains vivaient comme une humiliation. Ce type de prison tend à devenir la norme aux États-Unis. Rationaliser au maximum les conditions de détention, quitte à les déshumaniser, c'est à ce prix que le système carcéral américain gère des prisonniers toujours plus nombreux.